Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette pratique du calme mental du lundi matin. C'est parfait, grâce à Zoom, on n'est jamais très loin les uns des autres, c'est une très bonne chose. On va commencer par prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, comme toujours bien sûr. Et puis ensuite, on s'engagera dans cette pratique du calme mental. Sangye cho tang tsoge cho nam la chong chong para cho da ne ke so che da ge chen so ge pe san nam ke do la pen che sangye chong para shu sim chen tam che de wa tang de we jo tang den para jo che dung al ke jo tang cho wa ra jo Dungal mebe de wa dong pa dong men chol wara juji. Nyerin cha dong nye dong chol we dong yam chen po la nam para juji. Pal den tsa we la ma rin pa che da ge che wara pe me den jola. Ka den chen pe go ne je zong te. Ko song dong ge nga ro zal do so. Avec cette prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, la récitation aussi des quatre illimités, ça nous permet de nous mettre dans la juste attitude, qui est bien sûr le souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, sans exception. Puis ensuite, on récite ces quatre illimités, parce que les êtres sont illimités, parce que là où il y a de l'espace, il y a des êtres, l'espace est infini, donc le nombre des êtres est infini, et ces êtres sont touchés par du karma, des situations conditionnées, donc par dukkha, c'est-à-dire le mal-être, la souffrance, même si ça ne prend pas toujours les airs de la souffrance, mais il y a toujours cette imperfection qui est latente au cycle des existences. D'où le souhait, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, et on peut, chaque fois qu'on récite cette phrase, laisser résonner cette phrase d'une manière très très simple, sans élaborer particulièrement, juste rester en contact avec le souhait, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. La deuxième phrase, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. La troisième phrase, puissent tous les êtres demeurer dans la joie, libres de toute souffrance. Et enfin, puissent tous les êtres demeurer dans la grande équanimité, dépourvus de toute attitude partiale. Voilà. C'est juste pour rendre plus visible peut-être ce que l'on récite et ce que l'on fait en fait. Avant la pratique du calme mental, c'est important, ça nous place dans cette dimension vaste et illimitée qui est propre à l'enseignement du Bouddha et aussi à cette tradition du grand véhicule. Et donc, concernant maintenant la pratique du calme mental, le premier exercice qu'on va faire, alors, on va le faire encore une fois sans gong, parce qu'à Montchardon, il faut vraiment que je me pourvoie d'un gong, parce qu'on n'a jamais le petit bol ici. C'est vrai? Non. Alors, Agathe va voir s'il n'y en a pas en haut dans le studio dans lequel on est. Bref. On va commencer par un exercice très simple et en même temps tout à fait fondamental. C'est simplement le fait de poser le corps. Alors ça peut sembler bizarre parce que notre corps il est posé, donc on se dit voilà, je vois pas très bien ce qu'on peut vouloir dire par poser le corps. Et pourtant, poser le corps, c'est vraiment une façon de réellement habiter complètement la présence du corps. Et on le fait avec une pleine conscience. Et c'est un exercice donc évidemment simple, mais en même temps très profond, qui consiste à habiter totalement cette présence du corps. Pourquoi le fait-on? On le fait déjà pour être ici, ce qui n'est pas la moindre des choses, parce que ce ici, c'est ici maintenant, bien sûr, mais c'est aussi ici dans ce monde, et c'est aussi ici avec nous, c'est-à-dire avec qui nous sommes, tels que nous sommes. Et cet aspect-là est important parce que dans la pratique du calme mental, une des premières choses qu'il faut pouvoir faire, c'est de développer cette disponibilité. Disponibilité à l'égard de nous-mêmes. Ça, je peux juste faire tic-tic.
Ça va très bien. Ok. Pas de... Ça va, ça va. C'est cette disponibilité à l'égard de nous-mêmes qui veut dire qu'on accepte en fait tout ce qui se passe, tout ce qui se produit sans interférence, ou plutôt sans interférer, parce que justement on peut comprendre ces mouvements de l'esprit comme des interférences. En fait, elles sont dans leur nature complètement passagères. Et on pourrait dire en quelque sorte comme si on se reconnectait à cette nature passagère des phénomènes mentaux. Et on le fait en développant cette présence qui nous permet justement d'être totalement disponible à ce qui se produit d'une manière très éveillée, on pourrait dire, c'est-à-dire vive, présente, attentive, sans chercher à bloquer quoi que ce soit, sans chercher à faire quelque chose, mais juste cultiver cette qualité de présence et d'attention complète à nous qui sommes ici, ce corps qui est présent sur le sol, et les pensées qui se manifestent et qui disparaissent. Et c'est le premier exercice qu'on fait pour se placer.
une petite pause, toute petite pause. Et je le rappelle, bien sûr, le but de ces petites pauses, c'est de faire que les moments méditatifs puissent être le plus frais possible, pourrait-on dire, c'est-à-dire le plus clair. Je reviens sur une instruction qui est vraiment commune, on l'entend souvent dire, c'est, en tout cas dans toute cette tradition du Mahamudra, c'est dire que finalement quand on observe les phénomènes, ils ne viennent de nulle part, ils ne s'établissent nulle part, ils ne finissent nulle part. Alors quand on dit cela, on peut le mettre largement en parallèle avec cette phrase du Karmapa dans un de ses enseignements où il parle des bouddhistes que nous sommes, dont la chose principale à faire consiste à observer comment les phénomènes se déploient, comment ils se disposent, se manifestent, on pourrait dire, ou s'établissent, et comment ils disparaissent. Et c'est complètement en lien dans le sens où quand on regarde comment ils naissent, c'est se rendre compte qu'il n'y a nul lieu où ils naissent, en fait. Et quand on regarde où ils demeurent, eh bien, c'est se rendre compte qu'il n'y a nul lieu en définitive où ils demeurent. Et quand on regarde où ils cessent, eh bien, c'est se rendre compte qu'en fait, il n'y a nul lieu où ils cessent. Alors ça peut sembler très théorique, mais en même temps, si on rapporte cette instruction à cette attitude de présence en fait à l'égard des phénomènes mentaux, eh bien en fait ça nous rapproche d'une manière très intime avec les phénomènes mentaux, avec les mouvements finalement, et ça nous permet d'être simplement dans cette observation. Et c'est au cœur de cette observation que l'on se rend compte de la nature des phénomènes mentaux. Et que donc à ce moment-là, évidemment, l'on ne va pas pouvoir les attraper en se disant tiens, ils naissent à partir de là, ou tiens, ils s'établissent là, ou tiens, ils finissent là. Et c'est quelque chose dont on peut, alors bon, le réaliser, ça voudrait dire qu'on a donc fait un gros bout de chemin, voire qu'on a réalisé la nature véritable des phénomènes et de l'esprit, mais déjà pour nous de se rapprocher de cette présence où évidemment on voit des choses passer, des choses surgir, des pensées, etc. Mais à partir du moment où on reste attentif à leur surgissement et à leur passage et à leur disparition, c'est une manière de petit à petit être en contact avec ce qu'ils sont aussi. Et donc c'est aussi une façon de ne pas s'inquiéter des mouvements de l'esprit en se disant tiens je suis distrait. C'est finalement assez peu grave tant que l'on est présent et tant qu'on reste dans cette présence. Et donc ensuite, les phénomènes peuvent se manifester et de toute façon ils disparaissent. Ils sont dans leur nature extraordinairement fugaces. Donc il n'y a presque pas de souci à se faire en fait. On va poursuivre.
Encore une petite pause. Séjour à Montchardon, nous y sommes pour l'enseignement de Shabdrung Rinpoche, et donc j'ai le grand plaisir de pouvoir le traduire, et il enseigne le Nyingpo Tempa, qui est un texte important du troisième Karmapa qui montre la nature de Bouddha. Une des choses très frappantes dans les explications du troisième Karmapa, c'est de rappeler, alors on le trouve expliqué dans de nombreux textes bien sûr, mais c'est de rappeler que ce qui se manifeste est toujours le produit de son propre esprit en fait, pour le dire simplement. C'est une chose qui a beaucoup d'implications parce que au moment où nous méditons par exemple, toutes les pensées qui s'élèvent, il est très intéressant de se souvenir que c'est nous-mêmes qui les créons, c'est nous-mêmes qui les produisons. Et quand il y a fascination pour les pensées qui sont les nôtres, la fascination est un autre terme pour parler de distraction. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut y avoir distraction qu'à partir du moment où nous sommes accrochés à ces phénomènes mentaux qui s'élèvent, forcément, et donc il y a une suite qui s'organise dans ces phénomènes mentaux, dans ces pensées. Et cela vient de cette, tout simplement, fascination pour ces pensées. Ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est ce que nous montre bien le troisième Karmapa, éclairé par les explications de Shabdrung Rinpoche, c'est qu'en fait, au moment où nous sommes fascinés par ces objets extérieurs ou par les pensées, eh bien nous oublions complètement quelles sont notre propre production en fait, et on les vit comme extérieures. On les vit comme si elles n'étaient pas nôtres. Et on se rend compte de ça aussi dans la pratique méditative. Au moment où s'élève un phénomène mental, on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose, comme si l'on devait s'en occuper d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, on s'en occupe. La distraction est une manière de s'occuper de ces phénomènes mentaux, en fait. C'est comme les prendre au sérieux. C'est comme penser qu'on doit penser quelque chose de ce que l'on pense, en fait. Et si on observe ça, si on s'observe construire quelque chose qui s'appelle penser quelque chose de ce que l'on pense, eh bien on se rend compte qu'on est en train de construire quelque chose sur la base de ce que nous-mêmes avons produit, d'une certaine façon. Et donc ça permet de garder cette lucidité, le fait de se le dire. Alors, c'est pas toujours complètement clair, mais petit à petit ça fait son chemin. Petit à petit, on se rend compte que les phénomènes mentaux que l'on observe surgissent simplement de nous-mêmes. Et en fait, à ce moment-là, on se souvient de l'instruction d'Agpo Magap, c'est-à-dire de non-appropriation. Il n'y a pas besoin de les approprier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de toute façon de la même nature que la conscience. Ils vont être totalement éphémères, totalement libres d'existence propre. Donc, on n'a pas besoin de s'y investir d'une certaine façon. Et cela nous permet de revenir à cette présence. Et là maintenant, pour cultiver toujours cette présence attentive, à partir de laquelle cette observation peut se développer, on peut aussi, alors je suppose que vous le faites, mais utiliser le support du va-et-vient du souffle. C'est vraiment un très bon support qui va comme nous tenir dans cette qualité de présence. Normalement, la qualité de présence, elle pourrait s'établir d'elle-même. Mais souvent, on oublie cette présence d'ici, maintenant, de ce corps, de nous ici, de cette instantanéité de l'esprit. Donc, le va-et-vient du souffle, c'est comme un rappel constant. C'est comme une corde que l'on peut tenir. D'ailleurs, on parle souvent dans les textes de la corde de l'attention, avec le support qui est le piquet fiché en terre, et que l'on peut tenir, avec l'éléphant qui est accroché à la corde de l'attention. On va souvent utiliser ce genre d'image. Parce que ce genre d'image, ça veut dire qu'on se tient et nous sommes tenus en même temps par l'observation du va-et-vient du souffle. Voilà. Et on poursuit.
terme de cette session du calme mental. Ça nous donne vraiment l'occasion d'observer on pourrait dire ces trois points qui ont en quelque sorte guidé notre session. C'est d'une part cette qualité de présence, d'autre part c'est donc présence comme un rappel, être là complètement disponible à ce qui se produit, mais revenir, c'est vraiment comme ce mot-clé, revenir ici, revenir à cette présence. Ensuite, c'est le rappel du fait que ce qui se produit n'est finalement toujours que sa propre création, et que donc nous n'avons pas vraiment de raison fondamentale de considérer cela comme quelque chose d'autre dont il faudrait s'occuper. Et puis ensuite, c'est ce troisième point qui est le rappel par le support. Et le support qui finalement nous permet d'être là et de mettre en œuvre cette observation présente, attentive, et petit à petit, une fois que l'esprit s'est stabilisé, de pouvoir observer d'une manière de plus en plus claire à la fois le mouvement, mais surtout la nature des phénomènes mentaux. Cette stabilisation de l'esprit qui est fondamentale, c'est le sens de shi-ne. Shiwar n'est pas signifiant demeurer, et shiwa signifiant pacification. Évidemment, si nous sommes trop agités, ce serait très difficile de commencer à pouvoir observer. Donc il est nécessaire tout d'abord de stabiliser et donc bien sûr de pacifier. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir été là pour cette session de pratique. On va conclure par une dédicace. Sonam deye tam che zampane tumne nye pedanam pangene kega na chembala to paye sipe tole do warai. Merci beaucoup et à bientôt, peut-être à ce soir, donc pour la session du calme mental à 18h30. Merci beaucoup et belle journée. Bonne journée. Bonne journée à vous toutes et tous. Voilà, c'était qui? C'est Antoine qui a envoyé les textes. Ah, ok, super.